Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Dans les titres de ce lundi 9 janvier, ouverture cet après-midi du procès du meurtrier présumé de Fabien Vigne. Le jeune homme de 19 ans avait été tué d'un coup de couteau lors de la fête votive de Montarnon en 2009. Le projet de musée des Salins du Midi, en quête de notoriété, les Selles de Camargue veulent attirer 200 000 visiteurs dès 2013. Puis la qualification du MHSC pour les 16e de finale de la Coupe de France hier soir. Les footballeurs montpelliérains ont battu Prix-les-Mézières, 4-1. Puis on terminera avec ces images de l'embrasement du pont du Gard. 17 000 spectateurs ont assisté au feu d'artifice qui lance l'année touristique. C'était le 19 août 2009, lors de la fête votive de Montarnon. Fabien Vigne, 19 ans, a été tué d'un coup de couteau. Le procès de son meurtrier présumé, un jeune homme de 21 ans, a débuté cet après-midi devant la cour d'assises de l'Hérault. À l'ouverture de l'audience, la salle était comble et l'émotion palpable. Compte rendu de cette première journée d'audience, Olivier Roiran. Ils se sont rassemblés juste avant le début de l'audience. La famille, les proches de Fabien Vigne, soudés pour affronter une nouvelle épreuve. Cela fait 29 mois qu'ils attendent le procès de l'assassin présumé de leur ami ou de leur fils. C'est très dur pour nous. Nous sommes là pour... on va se battre pour la mémoire de notre fils. Aujourd'hui, c'est surtout pour lui qu'on est là. Donc tous nos amis, toute la famille est là pour ce procès, en sachant que... On a envie que la sanction soit à la hauteur du meurtre. Des faits toujours traumatisants pour les proches à l'ouverture du procès de David Prodhomme devant les assises de l'Hérault cet après-midi. La salle d'audience affiche complet, comme d'ailleurs une deuxième salle équipée d'un écran vidéo. Le meurtrier présumé ne montrera pas son visage aux caméras. Le père de la victime, lui, craque dès le début. Il manifeste sa colère avant de s'excuser. On arrive avec ce procès au paroxysme de la douleur et de la souffrance. Et vraiment aujourd'hui c'est une famille qui est effondrée sur le banc de la partie civile. C'est tout un village qui est là et qui pleure Fabien. Et il faut maintenant faire preuve de dignité et il faut qu'on avance dans ce procès pour connaître la vérité, les circonstances de la mort de Fabien. Et les premières heures du procès ont été consacrées à l'étude de la personnalité du meurtrier présumé. Âgé de 21 ans, il apparaît grand, les cheveux courts, chemise blanche. Il a du mal à parler de lui, il s'avoue impulsif. Il a déjà eu affaire à la justice et doit comparaître pour une affaire de vol de voiture. Ses derniers mots de présentation iront à la famille de Fabien. « Je regrette beaucoup », dit-il. Lui, il a en tête que ses deux parents, il y en a un qui vient d'exprimer sa douleur au début de l'audience, ses deux parents, ça pourrait être les siens. Et il se dit qu'effectivement, il peut tout à fait comprendre la douleur de ses parents qui ont perdu leur enfant, mais ça, c'est en plus, c'était quelqu'un de parfaitement respectable, quelqu'un de bien, manifestement quelqu'un de bien. Voilà. Ça, il l'entend, ça, il le comprend, il est absolument désolé, il n'a jamais voulu quelque chose comme ça. En fin d'après-midi, les parents de David Prodhomme ont témoigné au procès de leur fils. Ce mardi, ce sont les faits qui seront étudiés par la cour d'assises. Fabien Vigne est mort le 17 août 2009 à Montarnon, poignardé en plein cœur. Gérard Somade est mort dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Entre 1979 et 1998, le socialiste avait présidé le Conseil général de l'Hérault, dont il avait notamment inauguré les nouveaux locaux aux côtés de François Mitterrand, comme vous pouvez le voir sur ces images de 1988. Il avait marqué l'histoire politique du département, notamment par l'application des premières lois de décentralisation dans les années 80, comme le raconte André Viznet au micro de Pierre-Paul Castelli. La grande œuvre de Gérard Somade, c'est d'avoir remarquablement négocié le virage de la décentralisation. Et ceci dans une double préoccupation. Celle de bien répondre aux besoins des habitants de cette population de l'Hérault qui ne cesse de croître, et dans le même temps, de respecter les territoires dans leur spécificité. Et ça, il l'a remarquablement réussi. Il y avait une vision de l'aménagement global d'un département qui se voulait être un aménagement équilibré, harmonieux, entre la ville et la campagne, c'est-à-dire n'oublier personne, mais essayer de trouver dans chacun des territoires ce qui était porteur et essayer de développer ces potentialités qui existent dans l'ensemble du département de l'Hérault. Il a deux caractéristiques. La première, c'est qu'il n'a jamais été battu à aucune élection.
Il a toujours gagné toutes les élections auxquelles il s'est présenté, même dans des conditions très difficiles. Et d'autre part, il s'est retiré progressivement de tous ses mandats, d'abord de la présidence du Conseil général, puis de son mandat de député, puis de son mandat de maire, volontairement, parce qu'il sentait que le temps était venu. Il disait souvent « je ne veux pas mourir dans mon bureau ». Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Gérard Somade sera enterré mercredi matin à Saint-Mathieu-de-Tréviers, commune dont il a été le maire pendant 41 ans. Les Salins du Midi en quête de notoriété. Chaque année, l'entreprise d'Aigues-Mortes accueille entre 50 000 et 90 000 visiteurs seulement. Pour attirer plus de monde et faire connaître les sels de Camargue, les Salins veulent créer un musée. Un projet de 5 millions d'euros pour rivaliser par exemple avec Guérande. Les détails du projet par Franck Chassagnan. Au pied des remparts d'Aigues-Mortes, 10 000 hectares de terre et de marais. Bienvenue sur l'une des plus grandes réserves naturelles de France, les Salins du Midi. Ici, chaque année, 340 000 tonnes de sel sont extraits de ces bassins, soit un tiers de la consommation française. Et pourtant, le sel de Camargue est aujourd'hui en perte de notoriété. Autant le sel est connu de tout le monde évidemment, mais que si vous posez la question sel de Camargue, le taux de notoriété spontané est relativement faible. Et c'est totalement immérité parce que c'est à l'origine le principal production salinière française, avec un sel d'une qualité exceptionnelle, qui est produit dans des conditions de naturalité et d'authenticité fabuleuses. Et pour redorer l'image du sel de Camargue, la direction souhaite mettre les petits plats dans les grands. Les Salins du Midi projettent de construire un musée, un bâtiment de 1000 m² qui retracera les 2000 ans de l'histoire du sel en Méditerranée. Il n'y a pas aujourd'hui sur le littoral méditerranéen un point focal d'attraction pour pouvoir expliquer tout ça et se rappeler ce que ça a été et ce que ça va continuer à devenir. Ça va permettre de valoriser notre fleur de sel locale, notre produit, notre sel alimentaire, de pouvoir le diffuser aux nombreux touristes qui viennent sur la commune d'Aigues-Mortes et faire en sorte peut-être de travailler à chercher de nouveaux marchés sur le plan international et européen grâce à cette manne touristique de plus de 1 300 000 visiteurs qui viennent au pied de nos remparts. Un projet de 5 millions d'euros, les collectivités pourraient participer au financement à hauteur de 20% sous certaines conditions. Si on est favorable à ce musée parce que ça fait partie du tourisme industriel que soutient la région au travers du Conseil régional consultatif du tourisme, mais qu'en même temps, je suis venu dire que la région ne s'engagerait pas s'il n'y avait pas des garanties sur l'emploi de l'exploitation salinière. Il ne faut pas tomber dans le panneau de laisser à l'abandon notre industrie qui est le sel, la baleine, notre conditionnement et les volumes récoltés. Voilà. Et s'il y a une création, je le répète, d'emplois, quel que le soit le nombre, 7, 8, 9, 10, 17, peu importe, il faut que ce soit des emplois Salins du Midi et non pas des emplois qui vont être externalisés. 26 emplois devraient être créés, le musée pourrait ouvrir en 2013. La direction table sur 200 000 visiteurs dès la première année. À Nîmes, la préfecture du Gard vient d'installer la commission provisoire de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale. Le 20 décembre dernier, les élections à la CCIT avaient été annulées par la Cour administrative d'appel de Marseille. Un nouveau scrutin se tiendra le 21 février. Les résultats devraient être proclamés le vendredi 24 février. Premier coup de pelle et non première pierre pour la Mantilla, Port-Marianne. À Montpellier, la construction de l'ensemble immobilier de 32 000 m² débute en effet avec la création d'un vaste parking avant de voir s'élever une tour dentelée. Un bâtiment pensé par l'architecte Jacques Ferrier est destiné à marquer l'ancienne avenue de la Mer. Les détails avec Pierre-Paul Castelli. C'est en 2015 que s'achèvera le long de l'avenue Raymond Dugrand, quartier Port-Marianne à Montpellier, le vaste îlot de la Mantilla. Un ensemble de 32 000 m² comprenant 410 logements, mais aussi des bureaux et une douzaine de boutiques, qui doit son nom à cette délicate et aérienne écharpe de dentelle recouvrant ses façades et voulue par son concepteur, l'architecte Jacques Ferrier. Cette mantille est en fait une voilette minérale qui pour moi est une expression très méditerranéenne. On peut imaginer le moucharabier, le claustrat, qui va donner son image, son écriture architecturale à ce bâtiment, mais en même temps être la clé des performances thermiques, mais aussi d'un usage qui permet d'utiliser dans l'intimité, parce que c'est aussi l'idée de la jalousie, on se protège des regards de la rue, d'utiliser réellement les balcons et les loggias dont tous les appartements vont bénéficier dans le projet. La Mantilla combine donc un parti pris esthétique fort et une diversité de fonctions avec des logements sociaux, étudiants, mais aussi en accession à la propriété ou encore des bureaux, des commerces et un grand parking.
De quoi muscler l'attractivité de ce nouveau pôle de centralité pour la ville. Montpellier étant une des villes de France où la croissance démographique est la plus forte. Tout à l'heure, on nous disait que pratiquement nous avions 9 habitants de plus par jour. À partir de là, vous comprenez bien que la ville s'agrandit, la ville s'étend. Les promoteurs vont investir 100 millions d'euros sur ce chantier de 3 ans. Il générera 200 emplois. C'est logiquement que le MHSC a battu Prix-les-Mézières en 32e de finale de la Coupe de France hier soir. Les footballeurs montpelliérains ont infligé 4-1 au club de division honneur, du foot mais aussi du volley, du rugby et du handball. Retour sur le week-end sportif avec Olivier Brachard. Montpellier s'est qualifié pour les 16e de finale de Coupe de France. Une victoire 4-0 face à la modeste équipe de DH, Prix-les-Mézières. Les buts, le jeune Rémi Cabella, 2 fois en première mi-temps. Puis en deuxième, Estrada et Giroud ont corsé l'addition. Dans 15 jours, en 16e de finale, Montpellier se déplacera à Tours, dans l'ancien club du buteur montpelliérain. En rugby, le MHR confirme sa bonne forme du moment. Vainqueur du Racing à Dumanoir, il double la mise à Brive. 2 essais à rien, Johan Audrin en fin de première période. Alex Tulou à la 59e, victoire 23-9, la 4e à l'extérieur cette saison. Après la Coupe de la Ligue, les Nîmois se font éliminer de la Coupe de France en 8e de finale. Toulon s'est imposé au Parnasse face à l'HBCN. Les tenantes du titre, d'ailleurs vainqueurs de Nîmes en finale, se sont imposées 30-24. À noter l'absence côté nîmoise de la vice-championne du monde, Camille Aiglon. En volleyball, enfin, alors que 7 s'imposait 3-0 à Toulouse, Montpellier, handicapé par les nombreuses blessures, s'est incliné 3-7-1 dans sa salle face au Rennais. Le score 25-20, 16-25, 19-25 et 23-25. Les Bretons ravissent la 3e place du championnat au Montpellierin. Le diamant noir était à l'honneur dimanche à Saint-Géniès-des-Mourgues dans l'Hérault. Plus de 6000 personnes ont participé à la 6e fête de la truffe pour découvrir, voire déguster le fameux champignon. Mais à quoi reconnaît-on une bonne truffe? Élément de réponse avec l'un des trufficulteurs sur place. Et quand on coupe la truffe, on la caniffe et on regarde à l'intérieur toutes les veines. Donc c'est la marbrure blanche et noire qui permet de reconnaître si la truffe est bien mûre. Le principal d'une truffe, c'est qu'elle soit à bonne maturité et qu'elle ait beaucoup de parfum. Donc c'est vraiment le fait de la couper et de la sentir. Le champignon qui se négocie actuellement à 90 € les 100 grammes. 60 kilos ont été vendus hier à Saint-Géniès-des-Mourgues. Et voici à présent quelques images du premier bain de l'année à Frontignan. Ils étaient une petite centaine de courageux hier matin, plage des Mouettes, qui n'ont pas hésité à plonger dans une eau à 10 degrés. Un bain court mais vivifiant, regardez. On écoute les réactions. Ah ben la mer était délicieuse, voilà, comme l'année qui va débuter. Voilà. Fraîche quand même, Attendez, je ne sais pas, j'ai pas de thermostat intégré, je ne sais pas. Mais... Rentré facilement. Oh, oui, on est rentré facilement, oui. Je trouve que ça fait du bien courir l'année après, on est moins malade. Et c'est un défi, hein, c'est tout. Hein. Je ne sais pas combien on était, je pense plus que l'an dernier. Et puis ça reste plus longtemps dans l'eau que l'an dernier encore. Et pour terminer ce journal, je vous propose maintenant de revivre les feux d'hiver. Samedi soir, le pont du Gard s'est embrasé pour lancer la saison 2012. 20 minutes de spectacle pyrotechnique sur le thème de la Méditerranée. Olivier Michel a assisté au feu d'artifice. Regardez. Espagne, Maghreb et Balkans, c'est une invitation au voyage autour des cultures méditerranéennes qui a été proposée au public du Pont du Gard. Un spectacle pyrotechnique orchestré pour la 2e fois par le groupe F, des artificiers arlésiens qui savent magnifier l'édifice romain. La complexité pour nous, c'est qu'effectivement, le Pont du Gard, il se suffit à lui-même. C'est déjà un bâtiment qui est quand même majestueux et impressionnant. Le simple fait de le regarder lui, avec un tout petit peu d'éclairage, voire même sans éclairage, c'est déjà quelque chose de fort. Nous, notre objectif, c'est plutôt soit de l'éclairer de manière un petit peu différente et originale, soit au contraire d'essayer de lui donner une dimension un petit peu supérieure, de permettre aux gens de le regarder avec un œil un petit peu différent, de jouer justement sur les dimensions, sur les 3 dimensions, sur la hauteur, et puis après évidemment avec les couleurs et la vitesse, d'essayer de créer de l'émotion. Ajoutez à cela une synchronisation parfaite avec les musiques jazz, flamenco, raï ou tzigane et vous obtenez un public conquis. C'est féerique, c'est magique. Un très joli spectacle. Ça a été magnifique.
La musique, tout était bien coordonné. On a l'impression qu'il a fait un tour du monde. Je suis déjà venu cet été, je suis revenu cet hiver et je reviendrai tout le temps. Une belle façon d'entamer l'année 2012, ces feux d'hiver ont réuni sur les berges du Gardon plus de 17 000 personnes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu sur TV Sud dès demain, 12h30. Passez une excellente soirée sur TV Sud. À demain.